Donc, pour le reste du chapitre, simplement, on va regarder les trois sources de financement une par une pour déterminer leur coût et on reviendra ensuite sur l'histoire de poids relatif. Donc, je commence par probablement ce qui est le plus compliqué, donc le coût des fonds propres. Donc, on fait référence aux actions ordinaires, ou ce que nous, on va appeler RE, le rendement de l'équité, le rendement exigé par vos actionnaires ordinaires. Ce rendement-là dépend toujours du risque de vos flux monétaires, donc de votre secteur d'activité, de la nature de votre compagnie. Il y a deux méthodes pour déterminer le coût des fonds propres, pour déterminer le RE, et c'est deux méthodes qu'on connaît déjà. Comme je vous disais, il y avait beaucoup de recyclage. On va regarder séparément les deux façons de faire, puis on verra ensuite laquelle on utilise selon les circonstances. Croissance du dividende, le modèle de Gordon classique, modèle du CAPM, donc ce que je vous disais tantôt, directement du chapitre sur les actions, directement du chapitre sur la relation risque-rendement. Je regarde les deux modèles un par un. Le modèle de croissance du dividende, on se rappelle que le modèle de croissance du dividende, le modèle de Gordon, c'est simplement une perpétuité en croissance. L'équation que vous avez ici, c'est une équation qu'on connaît déjà. On a simplement changé le R ici. On avait l'habitude de mettre R moins G en dessous. On a remplacé le R par RE pour le rendement de l'équité. C'est exactement la même chose. On veut juste bien illustrer le fait qu'on parle vraiment ici du rendement des actions ordinaires. C'est la même équation, la même logique. Pareil, 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 pareil. Ce qui m'intéresse ici, c'est ce rendement exigé-là sur les actions ordinaires. Très facile à obtenir. P0 observable, c'est le prix de l'action, la valeur marchande de l'action aujourd'hui. D1, dividende qui va rentrer dans un an, très facile à estimer, pas compliqué. Ce qui peut poser problème en pratique, c'est le G. Donc G, on se rappelle que c'est le taux de croissance de ce dividende-là. C'est aussi équivalent à la croissance de la firme. Comment on fait pour déterminer le G? Deux façons alternatives. On va regarder. Souvent, on va vous le donner. Comme ici, dans cet exemple-là, le taux de croissance du dividende a été stable à 5,1%. Donc, ça va tout simplement être mon G pour l'application de ma petite formule. Je ne passerai pas beaucoup de temps sur les exemples ici. Vous avez les solutions dans le petit document Word que je vous ai fourni au début de la session. Souvent, ça va être ici de simplement remplacer les chiffres donnés dans le problème par dans la formule ici. Donc, le 5,1%, le G était donné directement. Pas compliqué à ce moment-là. Si on vous donne pas le G directement, deux façons de faire. Une façon, ça serait de regarder ce qui s'est passé historiquement et de faire une moyenne de ça. Donc ici, si j'ai 4 années de croissance, j'ai 4 taux de croissance de ce dividende-là, je pourrais calculer mon pourcentage à chaque année et simplement faire la moyenne de ces 4 pourcentages-là. Bon. Si votre dividende grossit de façon stable, c'est une façon qui est tout à fait indiquée. Donc ça, c'est une façon de faire pour évaluer G. L'autre façon alternative, si votre historique est pas assez long, une façon qu'on peut utiliser, c'est d'utiliser le rendement des fonds propres. Donc, le rendement des fonds propres, c'est, j'ai mis la petite définition en haut, c'est combien la compagnie génère de bénéfices nets sur la valeur de ses fonds propres. Donc, c'est comme si je regardais la valeur que les gens ont investi en fonds propres dans ma firme et c'est quoi le pourcentage de bénéfices nets que je suis capable de générer sur cette valeur. Faites bien attention, ici, on parle, c'est un ratio comptable, qu'on parle de la valeur comptable des fonds propres dans ce cas-là particulièrement. Plus souvent qu'autrement, on va parler de valeur marchande dans le cas du CMPC, mais pour le rendement des fonds propres, c'est vraiment quelque chose de comptable ici. Donc, on se rappelle que quand une firme génère un bénéfice net, il y a deux choses qu'elle peut faire avec. Elle peut donner un dividende, distribuer un dividende à ses actionnaires, ou elle garde ce bénéfice net-là et elle le réinvestit dans la firme, donc les fameux bénéfices non répartis qui vont retourner dans la firme, acheter d'autres actifs pour faire d'autres projets, pour générer d'autres rendements pour le futur. Donc on peut estimer le G avec cette petite équation-là ici. On a juste à regarder ce que la firme génère en pourcentage de ses fonds propres, donc le rendement des fonds propres,
Plus souvent qu'autrement, en anglais, on parle de Return on Equity. Si vous voyez ROE, je vous dirais que c'est quand même plus fréquent là, en finance. On prend ce que la firme génère, le rendement des fonds propres, et on multiplie ça par le ratio de réinvestissement, donc la partie que la firme conserve, la partie qui n'est pas distribuée. Donc, quand je dis distribuée ici, là, on parle de dividendes. La partie que la firme conserve va servir à faire croître la firme, donc ça va me permettre d'estimer mon G de cette façon-là. Très, très, très simple ici. Petit exemple. Si votre rendement des fonds propres, c'est 15%, donc pour chaque dollar investi en fonds propres, je suis capable de générer 15% de rendement. Taux de distribution, 35%, c'est le taux que je verse en dividende. Autrement dit, je vais conserver 65%, je vais réinvestir 65% de mon rendement à chaque année. Donc 65% de 15%, 9,75. C'est mon estimé pour mon G, mon taux de croissance que je vais utiliser dans mon modèle. Très facile comme modèle, facile à comprendre, facile à utiliser. Évidemment, ça prend un dividende. Ça prend une certaine stabilité de ce dividende-là. Ce qui n'est pas toujours évident. Probablement, le plus gros problème, c'est les histoires de risque ici. La relation risque-rendement, c'est très, très, très important. Je n'ai pas de façon explicite de tenir compte du risque dans ce modèle-là. Donc, ça peut laisser à désirer comme modèle, mais c'est une façon qui est tout à fait acceptable et qui fait bien le travail, là, si je peux me permettre. Donc, ça termine l'explication de la première façon de faire pour estimer mon RE. L'autre façon de faire, c'est avec la relation risque-rendement, c'est avec le CAPM. Donc, ce qu'on a vu au chapitre 13, c'est la fameuse courbe risque-rendement qui explique combien de rendement je devrais anticiper sur un actif. Ça dépend du taux sans risque, ça dépend de la prime de risque du marché et ça dépend surtout de la quantité de risque que mon actif possède. Quantité de risque systématique, parce qu'il n'est pas diversifiable. Le risque non systématique peut être diversifié, donc il n'est pas pertinent ici. Et cette quantité de risque systématique-là est mesurée par le bêta. C'est exactement la même équation qu'on connaît déjà. On a juste pris la peine d'identifier RE ici pour bien signifier qu'on parle du bêta de l'équité et du rendement exigé de l'équité, mais c'est exactement la même chose. Plus souvent qu'autrement, ça va être un exemple d'application très très simple comme ça. Là. On vous donne les chiffres, simplement de bien utiliser, de plugger dans la formule tout simplement. Faire attention, ici on parle de prime de marché espérée de 8,6%, donc ce qu'on vous donne c'est le crochet au complet, ce qui est ici. Si on parle d'espérance de rendement du marché seulement, on va falloir faire attention de soustraire le RF qu'on retrouve ici. On pourrait vous faire trouver le bêta de façon alternative avec la formule du bêta, mais ça sera pas compliqué ici, là, comme ça va plus souvent qu'autrement se résumer à appliquer cette petite formule-là de façon simple. La formule se retrouve sur la feuille de formule, évidemment. Avantage et inconvénient, SML, Security Market Line, c'est la même chose que le CAPM. On a ici le gros avantage, qu'on a notre ajustement en fonction du risque, parce que le risque est capturé à travers le bêta. Ça, c'est quelque chose qui est très, très, très intéressant. Et on peut l'appliquer à toutes les entreprises. On n'est pas limité seulement aux entreprises qui ont un dividende. Il faut avoir un bêta. Donc, ce bêta-là peut être difficile à estimer parce qu'il varie dans le temps, parce que ça prend des observations historiques du prix. Si vous avez des compagnies qui ne sont pas transigées de façon publique, ça peut être un peu compliqué. Mais bon, c'est quand même une très, très, très bonne façon de faire. Petit exemple, comment on applique ces deux différentes façons de faire-là. Vous allez remarquer, dans les exemples qu'on va vous donner, il y a les deux façons de faire. Donc, si vous avez l'information pour seulement une méthode, on n'aura pas le choix de la méthode à utiliser. Si vous avez l'information pour procéder des deux façons, ici, on a l'information pour les deux. Puis, on s'est arrangé pour que la réponse soit la même des deux façons. Donc, il n'y a pas de question à se poser. Le taux qu'on va utiliser pour RE, c'est 19,5% dans cet exemple. Si jamais vous avez l'information pour les deux méthodes et que les deux méthodes donnent des réponses différentes,
ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est on va avoir l'habitude de prendre la moyenne des deux. Donc, on favorisera pas, dans l'intérieur du cours, on privilégiera pas une façon de faire plutôt que l'autre. Comme ici, vous avez l'information pour les deux façons de faire. Calculez les deux, obtenez les deux réponses, faites la moyenne. Et c'est la moyenne des deux méthodes qu'on va utiliser pour notre ARP. Donc, ARE, je vous dirais, c'est le plus compliqué là, des termes dans mon équation du CMPC. ARP, très simple. Action privilégiée. C'est quoi les caractéristiques d'une action privilégiée? Un dividende constant, payé jusqu'à l'infini. Donc, on se rappelle la formule d'évaluation d'une action privilégiée. Le dividende, j'ai pas de D1, D2 ici parce que le dividende est toujours constant. Sur le prix actuel de l'action, le prix, la valeur marchande de l'action privilégiée. Ça va me donner le rendement de cette action privilégiée-là. On a juste modifié le R ici pour RP pour bien illustrer qu'on parlait du rendement des actions privilégiées. Rien de sorcier ici. Juste faire attention, le prix dont on parle ici, c'est bel et bien la valeur marchande des actions privilégiées. Souvent, on va vous donner la valeur nominale ou la valeur comptable des actions privilégiées. La seule fois dont on va se servir de cette information-là, c'est pour calculer le dividende en question. Donc, si on vous dit l'action privilégiée verse un dividende de 5%, le 5% est toujours exprimé en fonction de la valeur nominale. Parce que le dividende est fixe, le dividende ne change jamais, la valeur nominale de l'action ne change pas. La valeur marchande, elle, va changer selon la perception du risque, selon les taux dans le marché. Donc, la valeur nominale, son seul but, sa seule utilité, c'est de calculer le dividende en dollars qui va nous permettre de calculer le rendement ici. Exemple très simple. Ça ne sera pas vraiment plus compliqué que ça. Là. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Là. On vous donne un dividende, on vous donne le prix de l'action. 12%, c'est le RP, c'est le rendement des actions privilégiées. C'est le rendement des investisseurs. C'est le coût pour la firme d'utiliser ces actions privilégiées. Là. Donc, ce que je vous disais ici, là, on vous donne directement le dividende. Si jamais on donnait le dividende en pourcentage, juste vous rappeler que ce pourcentage-là est exprimé en fonction de la valeur nominale de l'action privilégiée.